Excellent. Donc, bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire sur la planification net zéro avec Red Screen Expert. Il s'agit aujourd'hui d'un webinaire où nous allons vous présenter un tout nouvel outil qui a été ajouté à la dernière version de Red Screen, la version 9.1 qui a été lancée en novembre dernier. Je me présente, je m'appelle Laurence Moutoussamy et j'aurai le plaisir aujourd'hui, au cours de cette session, de vous présenter donc ce nouvel outil et d'explorer ensemble avec vous comment celui-ci permet de faciliter donc la décarbonisation à l'échelle de portefeuilles de bâtiments. Donc pour l'agenda d'aujourd'hui, on va tout d'abord commencer par, je vais vous donner un rapide aperçu en fait de Red Screen pour ceux d'entre vous qui découvrez le logiciel en même temps aujourd'hui. Je vous présenterai ensuite le cadre de décarbonisation du portefeuille qui est utilisé par le nouvel outil et qui est centré sur Red Screen pour aider au développement de plans net zéro. Je vous parlerai ensuite des archétypes de réduction en profondeur des émissions qui sont des éléments en fait qui sont essentiels à cet outil de, de planification net zéro. Et je vous ferai ensuite une démonstration en fait de ce nouvel outil. Je vais passer la majeure partie de mon temps dans le logiciel aujourd'hui. Donc, on va faire un exemple ensemble de l'utilisation d'un plan net zéro. Donc, je vous montrerai comment créer ce plan et comment créer ce portefeuille en commençant par mon projet vide directement dans Red Screen. Puis finalement, donc ma présentation elle devrait durer environ 60 à 70 minutes. Et on aura le temps pour répondre à vos questions à la fin. Donc, on aura une séance de questions-réponses d'environ une vingtaine de minutes. Donc, si vous avez des questions en cours de route, n'hésitez pas à les écrire directement dans le Q&A sur Teams ici. J'ai des collègues qui sont en ligne qui n'hésiteront pas à vous répondre, mais on abordera également ces questions à la fin de la présentation. Donc, pour commencer, donc juste un peu de contexte par rapport à Red Screen et à nos activités. Donc, notre plateforme logicielle Red Screen permet la planification, la mise en œuvre, le suivi et la préparation de rapports de projets à faible émission de carbone. Donc, vous pouvez télécharger Red Screen directement sur notre site web que vous voyez ici à gauche. Donc, si vous allez sur ce site web, ça va vous amener à au site du gouvernement du Canada parce que effectivement, Red Screen, on fait partie du gouvernement du Canada et de Ressources naturelles Canada, et plus spécifiquement en fait du centre Calmette Énergie qui se trouve à Varennes, en banlieue de Montréal. Et donc, chez Red Screen, on fait du développement logiciel, oui, mais ce n'est pas uniquement les seules activités qu'on mène. On a en fait 3 unités d'affaires pour nos différentes tâches et projets sur lesquels nous travaillons. Donc, en premier, ici, vous voyez notre laboratoire d'innovation Red Screen qui, effectivement, cette équipe comprend nos programmeurs et nos ingénieurs qui travaillent à développer sans cesse et améliorer le logiciel. Donc, ils travaillent avec des collaborateurs qui aident à financer les améliorations du logiciel. On a ensuite notre deuxième équipe d'intégration des données à Red Screen qui, elle, travaille avec nos utilisateurs et les aide à automatiser l'entrée de données dans Red Screen, donc notamment pour les aider à préparer des rapports d'inventaire de GES ou pour les préparer dans la gestion de l'énergie de leur bâtiment. Puis, en tout dernier, on a notre équipe de renforcement des compétences de Red Screen qui, elle, s'occupe de notre service de soutien à la clientèle, mais elle s'occupe également d'organiser en fait des activités de formation tout au long de l'année pour optimiser et pour faciliter la formation auprès de notre communauté mondiale et grandissante d'utilisateurs de Red Screen. Donc ici, ce que vous voyez à l'écran, c'est une capture d'écran de la page d'accueil de Red Screen. Donc c'est la première page du logiciel que vous voyez quand vous ouvrez donc Red Screen. C'est une slide en fait qu'on aime beaucoup montrer parce qu'elle résume assez bien quand même toutes les fonctionnalités et toutes les tâches et les types d'analyses que vous pouvez réaliser avec le logiciel. Donc ici, ce que vous voyez au centre, dans ce rond central, ce sont les 3 principaux types d'analyses que vous pouvez réaliser au niveau d'une installation. Donc, vous pouvez faire des analyses de comparaison, ce qu'on appelle couramment des analyses de benchmarking. Vous pouvez également réaliser des analyses de faisabilité.
Donc, vous pouvez modéliser des bâtiments en entier, des projets d'efficacité énergétique, mais également des projets d'énergie renouvelable pour analyser les opportunités et le potentiel d'économie et de production d'énergie de ces projets-là. Vous pouvez également, dans ce même module d'analyse de faisabilité, réaliser des analyses financières, donc analyser la rentabilité de vos projets. Puis finalement, ici en jaune, notre troisième module d'analyse, c'est l'analyse de performance qui vous permet essentiellement d'entrer vos données de consommation dans WetScreen pour faire des analyses avancées, donc des analyses de régression ou des analyses de tendance pour faire du mesurage et de la vérification et du suivi de performance de vos projets ou de la performance de vos bâtiments. Donc, vous pouvez utiliser ce flux de travail-là ici pour différents types de bâtiments et d'installations dans WetScreen. Vous voyez à droite ici, en fait, l'ensemble et toute la panoplie de systèmes et d'installations qui est supportée dans WetScreen. Donc, comme vous voyez en haut, ici à droite, vous pouvez modéliser des centrales électriques, des systèmes de cogénération, des systèmes de production hors réseau, mais également des bâtiments, donc de tout secteur, qu'il s'agisse de serres, d'usines, de bâtiments, d'immeubles, bureaux, d'hôtels, d'écoles, etc., et même des bâtiments militaires. Et il y a quelques années également, on a rajouté un module de transport, donc avec des archétypes de transport, qui vous permettent également de modéliser des parcs de véhicules dans WetScreen. Donc, si vous voulez, par exemple, analyser des projets d'électrification des transports, vous pouvez également le faire dans WetScreen. Donc, ce flux de travail-là, ça s'applique à une installation et typiquement dans WetScreen, pour commencer une analyse au niveau de l'installation, vous utiliseriez l'analyseur d'énergie virtuelle, donc qui vous permet d'accéder aux archétypes de différents types d'installations. Donc ça, c'était la façon de procéder auparavant pour commencer une analyse dans WetScreen. Mais on va voir aujourd'hui que dans cette nouvelle version 9.1, vous pouvez maintenant commencer l'analyse directement à partir d'une vue d'un portefeuille en entier, donc un portefeuille qui est constitué de plusieurs installations. Donc c'est ce que vous voyez en bas à gauche ici, c'est si vous voulez, notre quatrième module d'analyse dans WetScreen, donc notre analyse de portefeuille. Et c'est dans ce module-là que vous retrouverez donc notre nouvel outil de planification net zéro. Donc, on aura l'occasion de travailler dans ce module-là dans quelques instants. Et juste avant de passer à la slide suivante, j'ai encadré ici l'exemple d'un plan net zéro que vous pourrez retrouver dans cette page d'accueil. Simplement, pour ceux d'entre vous qui, après la présentation d'aujourd'hui, si vous voulez revenir en arrière, voir un peu les différents graphiques que vous pouvez produire avec un plan net zéro et différentes fonctionnalités d'un plan net zéro, vous pouvez simplement cliquer sur cet exemple ici qu'on a développé pour un portefeuille de bâtiments en Alberta. Donc, comme je l'ai mentionné au tout début, donc, nous avons une vaste communauté d'utilisateurs de WetScreen au travers le monde. On estime qu'on a plus de 800 000 utilisateurs aujourd'hui partout sur la planète. Et c'est non seulement une communauté mondiale importante d'utilisateurs, mais c'est également une communauté d'utilisateurs qui est très variée. Et on a en fait identifié trois principaux groupes d'utilisateurs ici. Donc, les premiers, c'est bien sûr les propriétaires et les exploitants d'installations, donc les personnes qui ont à gérer des bâtiments et des portefeuilles de bâtiments, donc qui utilisent le logiciel au quotidien pour les aider dans la gestion de l'énergie et également pour la préparation de rapports d'inventaire de GES. Et on a aujourd'hui de plus en plus de propriétaires qui utilisent WetScreen, en particulier des propriétaires qui sont responsables de gérer des portefeuilles importants de bâtiments. Donc, ils utilisent WetScreen aujourd'hui. Notre deuxième groupe d'utilisateurs, ce sont les fournisseurs de services et facilitateurs. C'est en fait notre groupe d'utilisateurs le plus important. Donc, on retrouve là-dedans des consultants de firmes de génie conseil et de firmes d'architecture, des entreprises de services énergétiques, des ESE. On retrouve également des gestionnaires de programmes de subvention, donc des utilités publiques ou des gouvernements municipaux, provinciaux ou nationaux. On retrouve également des banques et des institutions financières qui utilisent également le logiciel pour les aider à évaluer les projets d'énergie renouvelable et les projets d'efficacité énergétique. Puis finalement, notre troisième et dernier groupe d'utilisateurs, c'est ceux qui sont issus de l'enseignement supérieur, donc typiquement des professeurs qui utilisent WetScreen pour leurs projets d'enseignement et de recherche, mais également leurs étudiants donc, qui utilisent le logiciel dans le cadre de leur classe, de leurs cours, mais également pour leurs projets. Donc aujourd'hui,
On a estimé qu'il y a environ 1400 universités partout dans le monde qui utilisent WebScreen. Donc, simplement pour vous donner vraiment un aperçu de cette communauté mondiale, et comme vous le voyez, on a quand même des profils variés d'utilisateurs de WebScreen aujourd'hui. Donc, je vous le mentionnais au début, donc chez WebScreen, on ne fait pas seulement du développement logiciel, on accompagne également nos clients dans la réalisation de leurs projets et de leurs études, donc qui utilisent WebScreen. Et en fait, on a toujours fait ça depuis les 25 ans d'existence de WebScreen. Mais ce que vous voyez à l'écran ici, c'est les exemples les plus récents d'études auxquelles on a participé et collaboré. Donc, et c'est des études également donc, auxquelles on a collaboré, mais qui ont également eu un impact important sur nos activités de développement du logiciel aujourd'hui. Donc, vous voyez par exemple sur la gauche une étude donc, auquel on a collaboré pour le compte de la NASA en 2005. Donc, on les a aidés à développer leur stratégie de développement durable pour leur portefeuille de bâtiments qu'ils possèdent aux États-Unis. Donc, ça comprenait environ 800 bâtiments aux États-Unis. En 2019, on a également travaillé avec le Conseil des universités de l'Ontario au Canada, donc pour les aider à faire des analyses de faisabilité, des analyses de benchmarking pour l'ensemble de leur portefeuille de bâtiments qu'ils possèdent en Ontario. Donc ça comprenait plus de 1300 bâtiments. Et plus récemment, donc ce que vous voyez à droite ici, c'est une étude donc un plan carboneutre que nous avons réalisé l'année dernière pour le compte du ministère de la Défense nationale du Canada. Donc, on les a aidés à réaliser ce plan carboneutre qui était essentiellement une étude de faisabilité à l'échelle de leur portefeuille de bâtiments donc, qu'ils ont au Canada. Donc, ça comprenait plus de 8000 bâtiments militaires qui sont disséminés un peu partout dans le pays. Donc, lorsqu'on participe et collabore à travailler sur des études comme celle-ci, ça nous permet à nous de nous rendre compte des difficultés et des défis qui sont rencontrés par les gestionnaires de bâtiments, mais également par nos utilisateurs. Et ça nous permet de venir de l'avant avec des idées et des façons d'améliorer le logiciel, mais également de développer des nouveaux outils à intégrer au logiciel pour faciliter la vie donc, de ces gestionnaires de bâtiments. Et donc, la plupart des mises à jour que vous voyez aujourd'hui dans le logiciel découlent directement de ces projets qu'on a réalisés récemment, et incluant donc cet outil de planification de net zéro qui découle directement donc, de cette étude que nous avons réalisée avec le ministère de la Défense nationale. Avant de sauter dans le vif du sujet et de vous présenter le cadre de décarbonisation du portefeuille, je vais juste prendre le temps ici de vous mentionner, de vous nommer les sources de financement qu'on a reçues et qui nous ont donc aidé à développer des améliorations de WebScreen et développer cet outil de plan carboneutre. Donc, bien sûr, en premier lieu, on a notre source de financement de base qui vient de notre centre de Calmette Énergie à Varennes, donc que vous voyez sur la photo à gauche ici. On a également du financement sur 3 ans du secrétariat du Conseil du Trésor du Canada, donc à travers le Fonds pour un gouvernement vert. Avec le travail qu'on effectue également avec le ministère de la Défense nationale, nous recevons des fonds de la direction de l'innovation du portefeuille. Et également la Société indépendante d'exploitation du réseau d'électricité de l'Ontario, donc plus connue comme l'AISO en anglais, finance également plusieurs de nos mises à jour logicielles. Puis en tout dernier, il ne faut certainement pas oublier les revenus d'abonnement annuels qui sont payés par nos utilisateurs du mode professionnel. Donc cet argent-là qui sont payés par nos utilisateurs est réinvesti directement dans le développement et le soutien à la clientèle. Donc, le cadre de décarbonisation du portefeuille. Donc, à partir des études que je vous ai mentionnées précédemment, et en particulier l'étude du ministère de la Défense nationale, nous avons développé un cadre de décarbonisation du portefeuille qui est normalisé et qui est centré sur le logiciel WebScreen. Donc, le cadre, dans le fond, c'est une méthodologie qui s'inspire des meilleures pratiques de l'industrie que nous avons développées pour guider la préparation de plans carboneutres. Donc, ce cadre-là, il s'applique au niveau de chacune des installations de votre portefeuille, de manière à avoir un effet global sur l'ensemble de votre portefeuille d'installation. Donc, je vais passer ensemble avec vous et vous décrire rapidement les étapes chacune des étapes de ce cadre. Donc, on va commencer en haut ici par l'étape numéro 1, qui consiste en fait à poser les bases.
Donc, ça consiste à établir quelles sont les émissions de GES et de votre référence et quelles sont les cibles de réduction que vous voulez atteindre. Donc, par exemple, ici, le gouvernement du Canada a une cible de réduction des émissions de 40% pour ces installations d'ici 2025, mais également un objectif de réduction des émissions de GES de 90% pour l'ensemble de ces installations d'ici 2050. Donc, ces cibles-là sont conformes aux accords de Paris. Et à cette étape-ci, je sais que beaucoup d'organisations connaissent déjà leurs références et ont déjà une cible de réduction. Mais si ce n'est pas votre cas, ce n'est pas si grave parce que l'étape 2 va vous permettre d'utiliser WatchScreen pour estimer ces émissions de référence. Donc l'étape 2 concerne principalement l'établissement de consommation d'énergie, de la consommation d'énergie et des émissions de GES du niveau de référence. Donc ici, concrètement, WatchScreen va estimer pour vous la consommation énergétique et les GES de chacune de vos installations à l'aide de simulations énergétiques qui sont réalisées dans le module d'analyse de performance, de faisabilité, de WatchScreen. Et donc, une fois les étapes numéro 1 et 2 réalisées, maintenant, la suite et le reste des étapes consistent essentiellement à considérer les différents facteurs et les différentes mesures qui peuvent avoir un impact sur les futures émissions de GES de vos bâtiments. Donc, l'étape 3 ici consiste notamment à identifier les réductions de GES qui résulteront du fait que le réseau lui-même électrique deviendra plus propre. Donc, c'est un facteur qui est externe à votre portefeuille, à vos bâtiments, donc vous n'avez pas vraiment le contrôle là-dessus. Mais vous savez que les utilités publiques, en ce moment, les gouvernements, mettent beaucoup d'efforts pour décarboniser le réseau électrique et l'électricité. Donc, vous allez avoir cet impact-là et voir cet impact-là sur vos émissions de GES qui sont associées à la consommation électrique de votre bâtiment. Donc, ici, WatchScreen vous permet de tenir compte de ce facteur externe et vous permet en fait de dissocier cet impact pour identifier les réductions qui proviennent de la décarbonisation du réseau par rapport à ce qui résulte directement de vos actions et qui sont prises en compte dans les étapes suivantes. Donc, une fois que c'est fait, l'étape 4 maintenant, c'est de considérer, donc il faut vous poser la question à savoir, avant de considérer des mesures et des projets à mettre en œuvre, vous devez vous poser la question à savoir, parmi les installations que j'ai présentement dans mon portefeuille, est-ce qu'il y en a qui seront éliminées, que je vais vendre ou que je vais démolir dans un futur proche parce que ces installations-là sont vieilles? Donc ici, cette étape-là vous permet de considérer justement ces installations qui ne feront plus partie de votre portefeuille. Et on le sait, on le vit dans le monde post-Covid aujourd'hui, donc beaucoup de personnes font du télétravail. Donc vous pourriez même être amené ici à prendre la mesure vous-même de consolider vos installations et vos activités dans un nombre plus petit de bâtiments. Donc ça va amener bien entendu à des réductions de GES. Donc ils peuvent être prises en compte ici à cette étape numéro 4. L'étape numéro 5 ensuite, c'est vraiment le cœur de ce cadre de décarbonisation. C'est vraiment en fait la première étape où l'action et les mesures réelles, si je peux le dire de cette façon, vont se passer. Donc c'est l'étape qui concerne la mise en œuvre des mesures d'efficacité énergétique. Donc on le met ici en premier comme première étape d'action à prendre, puisque nous préconisons et nous recommandons généralement de mettre en œuvre ces mesures d'efficacité énergétique avant tout le reste, donc avant même de considérer l'électrification du chauffage ou des mesures d'énergie renouvelable, parce que ça fait beaucoup plus de sens pour vous de d'abord réduire votre consommation avant de voir comment vous pouvez l'optimiser. Donc, c'est ce dont cette étape s'agit ici. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous pouvez maintenant, à l'étape 6, considérer l'électrification, des mesures d'électrification du chauffage. On entend beaucoup parler en ce moment de mesures d'électrification, puisque c'est des mesures qui sont vues comme étant celles qui pourront permettre d'avoir un impact important sur les émissions de GES. Et à juste titre, donc, on le verra dans l'exemple qu'on va faire ensemble, qu'effectivement, c'est des mesures qui peuvent avoir un impact important et des réductions importantes. Mais c'est également des mesures qui sont quand même coûteuses. Donc, on verra ça plus tard dans l'exemple. Et
À ne pas oublier ici, les mesures d'électrification, c'est bien, ça permet des grosses réductions, mais ça comporte également des enjeux au niveau des infrastructures, de la gestion de la pointe, etc. à prendre en compte. Donc, l'outil de planification de RedScreen, Net Zero de RedScreen, vous permet de tenir compte de ces différents enjeux et contraintes que vous voulez considérer. Donc, on verra ça ensemble dans l'exemple qu'on va faire ensemble. Donc, une fois que c'est considéré, ces mesures-là, vous pouvez ensuite, à l'étape numéro 7, considérer les mesures d'énergie renouvelable sur site que vous pouvez mettre en place. Donc, il s'agit ici, par exemple, de panneaux solaires photovoltaïques que vous pourriez installer sur vos toits pour réduire directement les émissions qui sont associées à votre consommation électrique. Donc, une fois que c'est fait, l'étape numéro 8, c'est donc s'il n'est pas possible pour vous et pas logique non plus pour vous d'installer des mesures d'énergie renouvelable et des panneaux solaires sur votre toit, ben, vous pourriez décider d'avoir recours plutôt à de l'énergie renouvelable hors site, donc de l'électricité verte que vous pourriez acheter directement auprès de votre fournisseur d'électricité, donc de l'électricité qui est produite par des parcs éoliens, des fermes solaires qui se trouvent hors de votre site. Donc, une fois que toutes ces étapes-là sont mises en œuvre, maintenant, à l'étape 9, on l'a mis en dernier ici, c'est de considérer l'achat de crédits compensatoires. Donc, typiquement, vous allez faire l'achat de crédits carbone pour vous aider à compenser les dernières émissions, les émissions résiduelles qui resteraient après avoir mis en œuvre l'ensemble des étapes précédentes. Donc, ici, c'est ce dont il s'agit, donc d'acheter des crédits carbone qui viennent du marché volontaire, des crédits carbone qui sont générés notamment par la plantation d'arbres ou des projets de captation, de séquestration du carbone. Puis, dernière étape qui peut sembler accessoire, mais qui ne l'est pas, donc l'étape de suivi des progrès et rapports. Si vous regardez sur le cercle le graphique qui est à gauche, on l'a mis ici. Donc, c'est vraiment l'étape qui permet de boucler la boucle. Donc, nous, on a envisagé ce plan net zéro comme faisant partie d'un cycle et d'un processus d'amélioration en continu. Donc, cette étape-là vous permet donc de déjà penser au moment où vous élaborez votre plan, la manière dont vous allez vous y prendre pour mesurer vos progrès, donc de manière à savoir si votre plan, une fois que ça sera mis en œuvre, si ça vous permettra effectivement d'atteindre vos cibles, et sinon, ben, quelles seraient les actions correctives à prendre. Donc, avant de passer à la démonstration, donc un dernier élément important à mentionner ici, ce sont les archétypes de réduction en profondeur des émissions. Je vais juste prendre une gorgée d'eau. Donc, c'est les archétypes de réduction en profondeur des émissions. Donc, ces archétypes-là représentent véritablement les composantes essentielles sur lesquelles se fonde l'outil de planification Net Zero. Donc, ce sont des archétypes qui sont utilisés comme modèles initiaux lorsque vous ajoutez vos bâtiments au portefeuille et au plan. Et au-delà de simplement représenter des exemples de bâtiments, ces archétypes-là représentent également des exemples de projets et de mesures qui pourraient être mises en œuvre dans ces bâtiments pour réduire de 80 à 90% les émissions de GES. Donc, on a développé un nombre important d'archétypes de réduction en profondeur pour différents types de bâtiments et on est continuellement en train d'en ajouter des nouveaux logiciels. Et donc, ce que vous voyez à l'écran ici sur la gauche, c'est un exemple d'un des derniers archétypes qu'on a rajouté. C'est un archétype qui correspond à une usine de pièces automobiles. Et ce que vous voyez sur la droite, c'est le détail de cet archétype. Donc, l'ensemble des éléments qui composent ce bâtiment, mais également l'ensemble des mesures d'efficacité énergétique et d'énergie renouvelable qui ont été intégrées à cet exemple donc pour réduire les émissions de GES. La chose qui est vraiment importante à savoir ici, c'est que ces archétypes de réduction en profondeur vous permettent de démarrer votre analyse, donc lorsque vous développez votre analyse et votre plan à l'échelle du portefeuille. Mais ces modèles-là peuvent être ajustés une fois que vous aurez créé votre portefeuille. Donc, vous pourrez ajuster la taille, vous pourrez décider des mesures d'efficacité, etc., que vous voulez inclure ou non à votre bâtiment. Donc, passons maintenant à l'outil de planification net zéro à l'échelle du portefeuille. Donc, je vais arrêter le partage d'écran et vous partager en fait mon écran et le logiciel RedScreen. On vous fera un exemple ensemble. Mais avant de passer au logiciel, juste deux mots ici.
Donc, ce que vous voyez à droite, c'est l'interface de ce plan Net Zero qu'on va utiliser. Et vous reconnaissez ici donc, les différentes étapes du cadre de décarbonisation. Et à gauche, c'est le type de graphique que vous retrouvez typiquement pour ceux d'entre vous qui ont déjà travaillé sur des plans carboneutres. C'est ce genre de graphique en cascade que vous cherchez à produire lorsque vous faites un plan. Donc, un graphique qui vous permet de voir quelles sont vos émissions, votre niveau d'émissions aujourd'hui. Et comment est-ce que les différentes mesures, les différents groupes de mesures vous permettront de réduire vos émissions pour éventuellement atteindre la carboneutralité. Donc, sans plus tarder, je vais partager mon écran et on va passer au logiciel pour faire l'exemple ensemble. Et si vous me le permettez, je vais également arrêter ma caméra juste pour ne pas bloquer mon ordinateur. Et voilà. Kevin, juste fais-moi signe si vous voyez bien mon écran. Oui, très bien. Parfait, merci. Donc, on se trouve en ce moment dans la page d'accueil que je vous ai présentée tout à l'heure. Donc aujourd'hui, on va créer un portefeuille et un plan Net Zero ensemble. Donc pour ce faire, on va aller dans notre module d'analyse de portefeuille. Et juste avant que je clique là-dessus, donc vous voyez qu'un portefeuille dans WetScreen, ça représente un fichier .redp qui est constitué de plusieurs projets et fichiers .redx qui représentent chaque fichier, donc une installation de votre portefeuille. Donc le fichier portefeuille vous permet vraiment d'avoir cette vision d'ensemble de toutes vos installations. Donc je vais cliquer sur mon portefeuille. Et on va cliquer ici sur projet vide. Donc on va commencer par un projet vide. Et avant que je le fasse, juste noter en haut ici dans le ruban, ce que vous voyez présentement, ce sont les onglets et les feuilles de calcul que vous retrouvez dans le module de faisabilité, d'analyse de faisabilité de WetScreen. Et vous noterez donc que quand je vais cliquer ici sur projet vide, ce ruban-là a changé puisqu'on se retrouve maintenant dans le module d'analyse de portefeuille de WetScreen. Donc pour ceux d'entre vous qui ont déjà utilisé ce module-là de portefeuille, vous reconnaîtrez les onglets habituels et les feuilles de calcul habituelles, à l'exception de ce nouvel onglet ici, cette nouvelle feuille de calcul qui a été rajoutée donc à la dernière version de WetScreen, qui vous permet ici de visualiser les résultats de votre plan. Donc, on aura l'occasion d'y revenir après avoir monté notre portefeuille. Donc ici, dans la feuille de calcul portefeuille, vous voyez que celle-ci est vide, ce qui est normal, on n'a pas encore ajouté d'installation. Et auparavant, dans les versions précédentes de WetScreen, la seule façon de venir et ajouter des installations ici, c'était en cliquant sur ce bouton « Importer les fichiers ». Donc, je peux choisir mes fichiers et mes installations à importer. Donc, ça, c'était une façon de procéder, ou je pouvais tout simplement venir et glisser et déposer mes fichiers WetScreen ici pour constituer mon portefeuille. Dans la version 9.1, on a rajouté ces deux nouveaux boutons ici qui vous permettent donc de procéder autrement pour créer votre portefeuille. Donc, on a directement maintenant accès à l'analyseur d'énergie virtuelle dans la vue portefeuille de WetScreen. Donc ici, dans cette fenêtre, vous pouvez simplement venir et choisir les archétypes que vous voulez. Donc, que ce soit des centrales électriques, des systèmes de production d'électricité, des bâtiments ou même des flottes de véhicules. Et vous pouvez venir rajouter autant de bâtiments que vous voulez pour constituer ce portefeuille. Je ne vais pas m'attarder plus longtemps sur cette fenêtre ici. Je voulais juste vous le mentionner parce que c'est une fonctionnalité qui est nouvelle dans WetScreen. Mais ce qui nous intéresse vraiment à présent, c'est ce bouton ici, donc le plan Net Zero. Donc, si on clique là-dessus, on accède, ça nous permet d'accéder à l'outil. Et l'outil donc de planification Net Zero que vous voyez dans cette fenêtre est constitué en fait de deux pages. On est sur la première page ici et vous noterez donc que ça ressemble très fortement à la fenêtre précédente que je vous ai montrée avec l'analyseur d'énergie virtuelle où vous pouvez donc venir choisir les archétypes que vous voulez. La seule différence par contre dans cet outil ici, c'est que parmi les archétypes que vous pouvez sélectionner, c'est uniquement les archétypes de réduction en profondeur et celles qui correspondent à des bâtiments. Donc, on ne peut pas encore ajouter des flottes de véhicules dans ce plan parce qu'on a d'abord optimisé cet outil pour les bâtiments, mais ça viendra par la suite. Donc, comme à l'habitude dans WetScreen, toutes les cellules qui sont en jaune peuvent être modifiées. Donc ici, on peut donner un nom à notre portefeuille et à notre plan. Donc je vais l'appeler plan Net Zero 2050. Donc ça va être notre horizon temporel pour
pour notre cible, donc pour notre plan. Et en dessous, donc, on voit qu'on a deux sections, une section par défaut et une section archétype. Donc, la section par défaut vous permet de définir vos paramètres, donc notamment les lieux des données climatiques, les lieux des installations, ainsi que les types d'installations que vous vouliez utiliser automatiquement lorsque vous allez venir et ajouter des archétypes ici. Donc, vous notez que pour les lieux des données climatiques, c'est toujours dans WetScreen automatiquement mis par défaut pour correspondre à notre laboratoire qui se trouve à Varennes, donc dans la banlieue de Montréal. Mais aujourd'hui, pour notre exemple, je vais prendre l'exemple d'un propriétaire immobilier, donc un propriétaire de bâtiment qui possède des bâtiments en Ontario, donc dans la ville de Oakville plus précisément. Donc, je vais venir écrire ici Oakville, Ontario. Et je vais sélectionner Oakville ici. Et donc, on le voit bien, si je dézoome un peu, on se trouve bien en Ontario. Et je sais que donc, ce propriétaire immobilier, il possède des bâtiments dans la région ici. Donc, en fait, on peut même zoomer sur ces bâtiments. Et effectivement, c'est ces deux immeubles, donc ces deux tours à bureaux qu'il possède ici à Oakville. Donc là, je peux zoomer là-dessus. C'est toujours intéressant d'avoir une vue satellitaire parce que vous pouvez voir des détails qui peuvent être utiles à l'analyse, notamment voir ici l'espace qui est disponible sur le toit si vous voulez mettre des panneaux solaires. Mais dans ce que je vais faire à présent, donc je vais juste double-cliquer ici. Donc ça va venir mettre mon emplacement pour mes installations. Et WetScreen a déjà une base de données climatique qui est intégrée dans le logiciel. Donc, c'est une base de données de plus de 6500 points de bases de stations météo réparties à travers le monde. Donc, vous pouvez ici, en mettant donc votre emplacement sur cette carte, WetScreen va automatiquement aller regarder dans cette base de données climatiques et chercher les données climatiques qui sont les plus proches de notre emplacement ici. Donc, comme vous voyez, il allait prendre les données climatiques de l'aéroport de Toronto parce que c'est les plus proches. Par contre, pour mon exemple, je sais que la station de météo de Burlington a probablement des données climatiques qui sont plus adéquates pour mon emplacement parce qu'on se trouve pas très loin des eaux et Burlington également. Fait que pour mon exemple ici, je vais préférer utiliser ces données-là. Donc, je peux simplement le changer ici en cliquant et je vais cliquer sur coller les données. Donc là, ça ferme cette fenêtre et on se retrouve donc dans la fenêtre de planification net zéro. Et vous voyez ici donc ça a changé le lieu des données climatiques et le lieu des installations. En cliquant sur ce bouton copier à tous ici, vous voyez, je suis venu copier ces informations dans les archétypes. Donc ça permet de faciliter la saisie des données pour pas avoir à chaque fois aller placer vos bâtiments sur la carte. Donc c'est juste une question de rapidité pour le faire ici. Et donc, la deuxième chose à choisir ici, c'est le type d'installation. Donc, en fait, votre archétype que vous voulez utiliser pour votre bâtiment. Donc, ici, on l'a vu sur la carte, on avait deux tours à bureaux. Donc, je vais aller chercher des archétypes qui correspondent à des bureaux ici. Donc, vous voyez qu'on a quand même beaucoup de différents types de bâtiments commerciaux ou institutionnels ici que vous pouvez choisir. Mais pour moi, aujourd'hui, je vais choisir immeuble à bureau. Et c'était des immeubles à bureaux, des tours à bureaux. Donc, je vais choisir bureau là. Puis encore une fois, je vais venir et copier à tous ici. Donc, c'est venu copier les données dans cet archétype. Et on voit même si j'ajoute un nouveau bâtiment à mon portefeuille, ce bâtiment a les mêmes caractéristiques donc, que ma section par défaut. Donc, maintenant, je vais donner un nom à mes bâtiments. Donc, on a vu que c'était des tours à bureaux. Je vais les appeler tout simplement tours à bureaux. Et ce titre-là et ce nom que vous donnez, ça sera important de bien le donner ici parce que ça va vous permettre ensuite de suivre les résultats quand les résultats sont affichés sur les graphiques. Et donc, on a vu qu'on en avait deux tours à bureau identiques. Je vais mettre deux ici. Et voilà. Donc, comme ça, on vient de rajouter deux tours à bureau à mon portefeuille. On va dire aussi que ce monsieur ou cette madame, ce propriétaire de bâtiment, possède également d'autres types de bâtiments dans la même région. Je vais faire simple pour ne pas avoir à changer les lieux des installations. Donc, on va se dire qu'il possède également des immeubles à bureaux. Immeubles à bureaux ici. Et on va dire qu'il en a 3. Donc, 3. Et donc, c'est dans ce cas-ci, c'est des immeubles à bureaux donc,
qui sont plus petits que des tours à bureau. Donc, je vais sélectionner bureau moyen ici. Et on va continuer comme ça à étoffer le portefeuille un peu plus, juste pour rendre les résultats intéressants. Donc, je vais me dire que ce monsieur ou cette madame possède également un commerce de détail dans la même région. Donc, je vais mettre 1 ici. Et donc, on reste dans le commercial et institutionnel. Mais par contre, ici, donc c'est plus un commerce de détail détaché. Voilà. Donc, ça nous amène à combien? À 6 bâtiments présentement. Donc, je vais en rajouter encore quelques-uns juste pour rendre le portefeuille plus intéressant. On va se dire qu'il a également des immeubles à appartements. Donc, immeubles à appartements. Et on va se dire qu'il en a 3 ici. Donc, c'est un bâtiment résidentiel. Et donc des immeubles d'habitation. OK, logement unité multiple et c'est des relativement petits immeubles, donc je vais mettre moyenne hauteur. Je vais rajouter un dernier type de bâtiment juste pour amener le total à 10. Je vais rajouter, on va se dire qu'il a également une tour à condo dans la même région. Et donc ça va être un type d'installation résidentielle, immeuble d'habitation, et cette fois-ci, voilà, c'est un gratte-ciel. Et voilà, je pense que maintenant, c'est ça, j'ai 10 bâtiments dans mon portefeuille. Et je peux, vous voyez, donc ça a pris que quelques secondes là, pour constituer ce portefeuille de ce propriétaire immobilier. Et donc, on peut passer à la section suivante pour voir ensemble le cadre de décarbonisation. Avant de le faire, par contre, c'est vrai, j'ai oublié un petit détail ici. Vous voyez, il y a des champs que je laisse vides. Donc, les champs qui correspondent aux installations éliminées. Donc, ce n'est pas mon cas ici, mais si, par exemple, votre tour à condo, ben, vous savez qu'elle est déjà vieille et qu'elle sera amenée à être éliminée de votre portefeuille, donc soit vous allez le vendre ou le démolir, vous pourriez déjà indiquer à WedScreen, ben, tiens, WedScreen, celui-là, cette tour à condo, cette tour-là fera plus partie de mon portefeuille en 2050. Donc, ne le considère pas dans mon cas proposé. Considère-le uniquement dans mon cas de référence. Donc, vous avez l'option de le faire ici. Je ne vais pas le faire. Je vais garder l'exemple assez simple et procéder à la prochaine étape. Donc, on se trouve maintenant dans cette feuille donc, de l'outil de planification net zéro. Donc, vous reconnaissez donc les différentes étapes du plan de décarbonisation. Et ce que cette page vous permet de faire ici, cette feuille vous permet de faire, c'est de paramétrer chacune des étapes. Donc, de mettre les hypothèses que vous voulez utiliser, les paramètres que vous voulez utiliser, ainsi que des contraintes ou des limites que vous voulez imposer au modèle. Donc, pour commencer ici, on a l'étape numéro 1, émission de GES de référence et site de réduction. Donc, pour mon exemple, je ne connais pas. Je ne connais pas le numéro de référence des émissions de mon portefeuille. C'est pas si grave ici, c'est vraiment des cases que vous pouvez remplir de manière optionnelle ici si vous avez cette information. Mais de toute façon, comme je l'avais dit tout à l'heure, WedScreen vous permettra à l'étape 2 d'estimer vos consommations et vos émissions de référence. Donc, c'est pas si grave là si vous laissez ces deux cases-là vides. Par contre, ce qui est important à indiquer ici, c'est vraiment la cible de réduction de votre plan et l'année, donc l'horizon temporel pour votre plan. Donc ici, par défaut, c'est 90% de réduction d'ici 2050 qui a été rentré. Je vais les garder telles quelles pour l'exemple. Donc, étape numéro 1, fait. Étape numéro 2, donc énergie et émission de GES du niveau de référence. Donc ici, vous pouvez indiquer à WedScreen quels sont les paramètres à prendre en compte pour estimer cette consommation d'énergie et ces émissions de GES du niveau de référence. Donc le premier paramètre à setter ici, c'est le facteur d'émission de GES à utiliser pour l'électricité. Donc, vous avez le choix dans ce menu déroulant parmi 3 options. Donc, la première option ici, c'est courant, analyse des émissions. Pour ceux d'entre vous qui ont déjà utilisé l'analyse de faisabilité de WedScreen, vous savez qu'il y a une feuille de calcul qui s'appelle émissions. Et dans cette feuille de calcul émissions, WedScreen a déjà des facteurs d'émissions pour l'électricité par défaut. Et ce, pour l'ensemble des provinces canadiennes, mais également pour tous les États américains et pour tous les pays dans le monde. Donc, si vous utilisez cette option ici, WedScreen va simplement utiliser les facteurs par défaut qu'il possède déjà. Donc, ça, c'est la première option. Par contre, si vous choisissez la deuxième option, base de données projetée, ben là, ça vous donne le choix d'indiquer votre année du niveau de référence. Donc, je vais mettre 2022 ici. Et ça permet de dire à WedScreen utilise le facteur d'émission de l'électricité de 2022 que tu peux trouver dans la base de données
que j'ai indiquées dans les paramètres. Donc, dans les paramètres de RedScreen, vous pouvez inclure une base de données des facteurs d'électricité que vous voulez utiliser pour n'importe quel emplacement sur la planète. Et cette base de données peut être constituée de facteurs d'émission pour plusieurs années. Donc, que ce soit des années passées jusqu'à 2005 ou même des facteurs projetés pour des années à venir jusqu'à 2050. Donc, en indiquant 2022 ici, RedScreen va aller utiliser ce facteur-là. La dernière option ici, c'est défini par l'utilisateur. Donc, vous pouvez directement entrer le facteur que vous voulez utiliser ici pour l'ensemble de votre portefeuille. Donc, pour moi, pour l'exemple, je vais choisir base de données aujourd'hui. Le dernier paramètre à indiquer ici pour cette étape numéro 2, c'est le système de production de chaleur du cas de référence que vous voulez que RedScreen utilise. Donc, vous avez deux choix. Soit utiliser les systèmes de chauffage qui sont déjà prédéfinis dans les archétypes, ou si vous le voulez, vous pouvez le définir vous-même. Donc, si vous savez que l'ensemble de votre portefeuille utilise des systèmes de chauffage avec des chaudières au gaz naturel, vous pouvez ici simplement sélectionner gaz naturel et venir entrer l'efficacité énergétique donc, de vos chaudières. Juste un point à noter ici, donc si vous le faites, gardez en tête que ces paramètres-là vont être appliqués à l'ensemble de votre portefeuille. Donc, juste à être prudent ici. Mais moi, pour l'exemple, je vais utiliser les systèmes de chauffage qui sont déjà inclus et définis dans les archétypes de réduction en profondeur. L'étape 3 maintenant, donc réseau électrique plus propre. Ici, donc, vous pouvez décider oui ou non si vous voulez considérer ou non les mesures le fait que le réseau électrique deviendra plus propre à l'avenir. Donc, si vous décidez de le faire, vous pouvez cocher sur cette case ici. Et c'est le même principe qu'à l'étape numéro 2. Vous pouvez donc indiquer l'année cible ici. Donc, on voit que c'est aligné avec notre cible qu'on avait indiquée précédemment. Et donc, en ce faisant et en choisissant cette option de base de données, on va dire RedScreen, pour notre cas proposé en 2050, utilise le facteur d'électricité, de GES pour l'électricité, qui se trouve dans notre base de données pour 2050. Donc, assez simple à comprendre. Il y a la deuxième option aussi qui est disponible, zéro émission. Donc, si vous êtes optimiste et que vous vous dites que à l'avenir, vous savez déjà que les gouvernements feront les efforts nécessaires et que vous êtes confiant que votre électricité deviendra complètement propre et carboneutre, vous pouvez simplement utiliser un facteur de zéro ici. Donc, c'est ce que cette option-là vous permet de faire. Et encore une fois, vous avez l'option définie par l'utilisateur qui vous permet d'entrer directement le facteur à utiliser pour 2050 ici. L'étape 4, je vais pas passer trop de temps là-dessus parce que comme on l'a mentionné précédemment, je n'ai pas identifié d'installation à éliminer dans mon portefeuille. Mais si c'était le cas, vous pourriez inclure ces installations et RedScreen les considérer donc dans l'analyse en créant un sous-groupe juste pour identifier donc ces installations à éliminer. Donc, dans mon cas ici, pour mon exemple, je ne vais pas sélectionner cette option. Étape 5 maintenant, donc mesure d'efficacité énergétique. Donc comme vous le voyez, il n'y a pas de paramètres à indiquer ici, ni d'options à choisir. RedScreen vous laisse simplement savoir qu'il va utiliser ces archétypes-là, les archétypes de réduction en profondeur, donc qui permettent de réduire de 80 à 90% les émissions de GES du bâtiment. Donc il va utiliser ces archétypes-là et les archétypes intègrent déjà des mesures d'efficacité énergétique. Donc, c'est ces mesures-là qui seront utilisées à cette étape-ci pour de la création de votre portefeuille, de la création de votre plan. Ceci étant dit, encore une fois, vous pourrez, une fois que le portefeuille sera créé et le plan sera créé, aller dans chacun des fichiers et changer ces fichiers-là. Donc, décider des mesures que vous voulez inclure ou non à votre analyse. Mais pour commencer ici, c'est les mesures qui se trouvent dans les archétypes de réduction en profondeur qui seront utilisées. Étape 6 à présent, donc les mesures d'électrification du chauffage. Donc ici, encore une fois, vous avez le choix d'inclure ou non des mesures d'électrification du chauffage à votre plan. Donc simplement en cochant ou décochant la case ici. Et donc
pour mon exemple, je vais vouloir les inclure, mais je vais le décocher juste pour vous montrer qu'est-ce qui se passe. Donc, je vais vous demander juste de porter une attention particulière à l'étape 5 ici, aux archétypes qui sont utilisés. Et quand je décoche cette case ici, vous notez que les archétypes ont changé. Donc, il ne s'agit plus des archétypes de réduction en profondeur qui sont utilisés, mais les archétypes de base qui intègrent des mesures d'efficacité énergétique rentables qui permettent de réduire de 30 à 40% les émissions de GES. Donc, lorsque vous excluez ces mesures d'électrification, notez donc que les archétypes qui sont utilisés dans l'analyse vont changer. Donc, moi, je vais les inclure aujourd'hui. Et donc, en les incluant, vous avez le choix ici. Donc, Red Screen peut considérer trois solutions, trois mesures d'électrification différentes. Donc, elle peut considérer les chaudières électriques, l'installation de thermopompes à air et l'installation de thermopompes géothermiques. Donc, ici, vous avez le choix de considérer les mesures que vous voulez. Donc, si vous ne voulez pas la géothermie, par exemple, vous pouvez simplement décocher. Mais ici, je vais considérer les trois. Ce que Red Screen va faire à cette étape, c'est qu'il va utiliser un algorithme et un processus itératif pour choisir parmi les solutions qui ont été choisies ici, laquelle permet de réduire et d'atteindre les émissions et la cible d'émissions qu'on a notée ici. Donc, elle va commencer avec les chaudières électriques. Donc, elle va mettre en place toutes les mesures qu'on a décrites précédemment et mettre en place donc, cette chaudière électrique et voir, une fois que ça a été mis en place, est-ce qu'on arrive à atteindre cette cible de réduction de 90%? Si oui, ben, ce sera la solution qui est retenue. Sinon, ben, elle va passer à la suivante et ainsi de suite jusqu'à trouver celle qui permet soit d'atteindre la cible ou soit de réduire le plus possible les émissions de votre installation. Et je ne l'ai pas dit, ce processus itératif-là, il se fait au niveau de chacune des installations de votre portefeuille. Donc, il va rouler ce processus-là pour chaque fichier de votre portefeuille. Une autre chose à savoir ici pour les mesures d'électrification du chauffage, donc je le disais au début, donc c'est des mesures intéressantes, certes, pour réduire vos émissions de GES, mais ça vient avec certaines contraintes et certains enjeux, notamment l'enjeu de la gestion de la pointe. Donc c'est un enjeu qui est connu par les gestionnaires de bâtiments, mais également par les fournisseurs d'électricité. Donc ici, Red Screen vous permet de considérer une solution pour considérer cet enjeu-là. Donc, vous pouvez choisir d'installer un système de production de chaleur de pointe lorsque vous mettez en place des mesures d'électrification. Et donc, vous pouvez choisir ici si vous voulez installer, par exemple, des chaudières au gaz naturel, à la biomasse, au gaz naturel et renouvelable, etc., comme étant des systèmes de chauffage de pointe. Et vous pouvez indiquer le pourcentage de l'énergie qui sera alimentée par ces systèmes de pointe. Donc ici, on a mis 30%, donc ça veut dire que 30% des besoins en chaleur des installations seront fournis par ce système de pointe. Une autre chose à considérer également lorsque vous mettez en place des mesures d'électrification du chauffage, c'est l'impact que ces mesures-là peuvent avoir sur votre infrastructure électrique de vos bâtiments. Donc, dans beaucoup de cas, vos bâtiments et votre infrastructure électrique ne vous permettra pas d'augmenter la consommation d'électricité de vos bâtiments. Donc ici, avec ce ratio de consommation électrique, vous pouvez venir imposer une contrainte à Red Screen pour lui dire Red Screen, une fois que tu vas mettre en place les mesures d'électrification du chauffage et les mesures d'efficacité énergétique, si je mets 100% ici, ça va lui dire, fais en sorte de mettre en œuvre ces mesures-là, mais fais en sorte que la consommation électrique finale de mon cas proposé ne soit pas plus élevée que celle de mon cas de référence. Donc ici, vous pouvez venir ajuster ce pourcentage-là comme bon vous semble. Donc voilà pour l'étape numéro 6, pour l'électrification du chauffage. L'étape numéro 7, donc, c'est de considérer les mesures d'énergie renouvelable sur site que vous voulez mettre en œuvre. C'est énergie renouvelable avec un S, mais ici, l'outil vous permet uniquement de considérer les systèmes photovoltaïques, puisque dans 90% des cas, c'est le système qui est privilégié. Mais encore une fois, rien ne vous empêche, une fois que le portefeuille sera créé, d'aller dans les fichiers, d'intégrer des éoliennes, par exemple, ou de la biomasse, si vous le souhaitez. Donc ici, pour le photovoltaïque, vous pouvez indiquer en fait quelle est la limite, quel est le nombre
de capteurs photovoltaïques que vous pouvez installer sur le toit de vos bâtiments. Donc, vous pouvez simplement indiquer cette limite-là en termes de pourcentage d'espace qui est disponible sur le toit à être installé. Donc, bien souvent, pourquoi ne pas mettre 100% ici? Ben, bien souvent, les toits, la toiture ne sera pas en mesure d'accommoder des panneaux photovoltaïques sur 100% de sa surface. Donc, il y a probablement des équipements mécaniques qui sont déjà présents, ou même le fait d'avoir besoin de mettre de l'espace entre les différentes rangées solaires, faire en sorte que donc, ce pourcentage-là sera bien inférieur à 100%. Donc ici, on a mis 35%, juste pour être conservateur. Et donc, vous pouvez le faire et indiquer ce pourcentage-là pour chacune des différentes technologies d'électrification du chauffage ici. Vous pouvez également, si vous le souhaitez, indiquer un pourcentage non nul ici, si vous voulez que des panneaux solaires soient installés au sol, donc dans le stationnement par exemple. Donc, c'est une option que vous avez également ici dans ce plan Net Zero. Donc, les étapes restantes, c'est les étapes de ce que j'appelle les mécanismes de financement. Donc, ici, c'est l'étape 8, c'est l'énergie renouvelable, les énergies renouvelables hors site que vous pouvez acheter. Donc, c'est ce qu'on appelle les achats d'électricité verte. Donc, beaucoup de compagnies aux États-Unis, en particulier celles de la tech, donc Amazon, Microsoft, Facebook, Google, etc., ont beaucoup recours à l'achat d'électricité propre pour se dire carboneutre. Donc ici, vous pouvez donc décider de si oui ou non vous voulez acheter de l'électricité propre pour vous permettre d'atteindre votre cible de réduction. Donc, RedScreen va uniquement acheter de l'électricité propre si, à l'issue de toutes les étapes précédentes, vous n'avez pas réussi à atteindre ce 90%. Donc ici, vous pouvez simplement cocher sur Inclure et indiquer le prix de cette électricité verte à acheter. Puis, en tout dernier, donc, c'est le recours à l'achat de crédits carbone. Donc, encore une fois, vous pouvez décider ou non si vous voulez inclure l'achat de crédit carbone à votre plan. Donc, si vous décidez de le faire, vous pouvez mettre une cible ici. Donc, vous voyez, on a mis 100%. Notre cible initiale, donc, c'est 90%. Donc, ça va indiquer à RedScreen d'acheter des crédits compensatoires, des crédits carbone, pour combler cet écart de 90% à 100%. Donc, en gros, d'acheter pour 10% des émissions de GES du portefeuille. Et donc, si vous choisissez cette option, ne pas oublier d'indiquer le prix des crédits carbone ici. Aux États-Unis, ce prix avoisine, c'est pas très cher en fait, les crédits compensatoires. Ce prix-là avoisine les 8 à 10 dollars par tonne. Donc, c'était des dollars américains. Donc, on va dire que pour le Canada, ça tourne autour de 12 dollars par tonne. Et voilà. Donc, c'est ce prix-là qui sera utilisé dans l'analyse. L'étape 10, qui est indiquée ici, donc c'est simplement une étape où vous n'avez rien à faire. C'est juste RedScreen qui vous rappelle que si vous voulez faire un suivi des progrès et préparer des rapports par la suite, RedScreen vous rappelle qu'il y a donc à votre disposition ce module d'analyse de performance donc, que vous pouvez utiliser pour le faire. Finalement, les derniers paramètres à indiquer ici, ce sont les paramètres financiers que vous voulez que RedScreen utilise. Donc, c'est les taux d'inflation, taux d'actualisation, taux d'intérêt, etc. Et à ne pas oublier qu'ici, c'est des taux moyens qui sont utilisés sur la durée de vie de votre plan. Donc, je le vois déjà, là, certaines personnes qui diraient « Ah, le taux d'inflation de ces dernières années, c'était plutôt 8% et pas 2%. » Certes, mais dans le long terme, donc dans les 25 prochaines années, on peut s'attendre à ce que ce taux d'inflation soit en moyenne de 2%. Si vous voulez, on peut l'augmenter un peu, on va le mettre à 3%. Mais à ne pas oublier donc que c'est des taux vraiment sur le long terme à indiquer ici, donc pour la durée de vie de votre projet. Même chose pour le taux d'intérêt. Certaines personnes pourraient dire que c'est beaucoup plus élevé aujourd'hui que 7%. Donc, si vous voulez, vous pouvez le mettre à 8%. Vous pouvez ajuster en fait ces paramètres comme bon vous semble, mais juste à garder en tête ce que ça représente. Donc ici, c'est des paramètres moyens à utiliser. Dernière chose, vous pouvez également considérer dans l'analyse le coût implicite du carbone, ce qu'on appelle en anglais le shadow price, ou même des crédits que vous pouvez recevoir pour la réduction de GES. Ici, on a mis 170 par défaut, donc vous pouvez le changer si vous voulez. 170, ça correspond au prix, à la taxe carbone que le gouvernement du Canada
prévoit imposer donc aux provinces qui n'ont pas encore de taxe carbone en place. C'est le prix de la taxe carbone en 2030. Donc, c'est ce prix-là qu'on a utilisé ici. Si vous avez dans votre organisation un autre prix que vous utilisez, par exemple un coût implicite, vous pouvez également le changer comme bon vous semble ici. Et voilà, la dernière section, bon, c'est simplement pour afficher les résultats sur les graphiques. Donc, vous pouvez choisir les graphiques que vous voulez ici. Et voilà, donc vous avez vu, en quelques minutes, on a créé notre portefeuille, on a créé notre plan. Donc, je vais simplement cliquer sur calculer. Je vais cliquer sur oui. Et maintenant, Redscreen donc, va créer le portefeuille, donc chacun des différentes installations, un fichier par installation. Donc, on le voit, il y a 10 installations dans notre portefeuille. Il va rouler toutes les simulations avec tous les paramètres qu'on vient d'indiquer dans ce plan. Donc, vous voyez, je n'ai même pas eu le temps de terminer ma phrase. Ça a pris littéralement 10 secondes pour créer ce portefeuille, pour rouler cet algorithme itératif pour les mesures d'électrification, pour calculer le nombre de panneaux solaires à installer, le nombre de crédits compensatoires à acheter, etc. Donc, ce que vous voyez maintenant ici donc on est encore dans notre feuille de calcul portefeuille. Donc, ce que vous voyez ici, c'est nos 10 bâtiments donc, qui correspondent à notre portefeuille, donc on a créé. Vous voyez les types d'installations qu'on a choisis, les archétypes de réduction en profondeur qui ont été choisis, la taille des installations. On voit bien que toutes les installations se trouvent bien à Oakville, comme on l'avait indiqué. Et ici, vous voyez donc les résultats. Donc, c'est les différentes solutions ici de mesures d'électrification du chauffage qui ont été choisies pour chacune des installations. Le nombre de panneaux PV, donc la capacité des panneaux PV qui sera installée sur le toit. Même chose pour les PV au sol. On voit l'achat des crédits compensatoires ici, donc combien de crédits est prévu pour arriver à la carboneutralité. Et également l'achat d'électricité verte hors site ici. Donc ça, c'est la vue portefeuille. Vous pouvez même ajouter des photos ici, si vous voulez, de vos installations. Toujours pratique. Donc, je vais aller dans la feuille de calcul plan pour vous montrer les résultats plus détaillés, donc des graphiques qui ont été produits. Je vais juste fermer ces deux pages ici. Et donc, on a, vous voyez, plusieurs graphiques qui ont été créés à l'issue de ce plan. Petit instant, je vais prendre une gorgée d'eau. Donc ici, le premier graphique, c'est un graphique de benchmarking, d'analyse de comparaison. Donc vous pouvez voir sur le graphique, pour chacune des installations, en termes d'intensité énergétique, donc de consommation par mètre carré, quelle était cette intensité avant dans le niveau de référence et quelle est cette intensité énergétique une fois que le plan sera mis en œuvre. Même chose ici pour l'intensité des émissions de GES, donc vous pouvez le voir. Et dans ce graphique ici, encore plus intéressant, donc pour chacune des installations, vous voyez quelle était la consommation qui a été estimée par Redscreen pour le cas de référence, quelle est cette consommation pour le cas proposé, et vous voyez ici en mauve les économies d'énergie prévues. Donc on le voit ici pour le commerce de détail, le plan permet d'atteindre des économies d'énergie de 87,9%, 78,6%, etc. Donc pour chacune des différentes installations. Donc ici, ce sont les économies d'énergie. Si on passe au graphique suivant, vous pouvez voir donc le même type de graphique, mais cette fois-ci pour les émissions de GES. Et cette fois-ci, si on regarde les économies, voilà, 90% pour le commerce, pour l'immeuble à appartement, 90% également, et on le voit en fait pour chacune des installations de notre portefeuille, le plan était en mesure d'atteindre notre cible donc de 90%. Si on regarde maintenant, ce qui probablement intéresse la plupart des gens lorsque vous faites un plan de carboneutralité, c'est le coût, le coût de réduction de GES, donc le dollar par tonne. On se rend compte ici, pour ceux d'entre vous qui ont déjà travaillé sur des plans carboneutres, les coûts que vous voyez ici sont quand même assez élevés. Donc, on parle de 729 $ la tonne, 628, etc. C'est des coûts, si vous êtes habitué à travailler avec ces chiffres, qui sont quand même assez élevés, et on le verra dans les prochains graphiques, là, qu'est-ce qui pourrait expliquer en fait ces coûts élevés. Donc, même chose, si on regarde des coûts d'investissement, c'est quand même des investissements importants, 1,1 million ici, 3 millions, jusqu'à même 4,1 millions, donc un plan qui est quand même assez coûteux
lorsqu'on regarde les chiffres de cette manière. Et si on regarde également l'indicateur financier, donc de valeur actualisée nette, la VAN, on le voit là que pour la plupart de nos bâtiments, la VAN est négative, donc ça veut dire que notre plan, il est pas rentable en fait. Et je vais vous le dire tout de suite là, par expérience, ce qui rend ce plan non rentable et ce qui le rend extrêmement cher ici, ce sont surtout les mesures d'électrification du chauffage. Donc, je vais sauter ces deux graphiques ici, puisque c'est essentiellement les mêmes que je vous ai présentés auparavant, mais pour l'intensité. Et je vais vous montrer donc ce graphique en cascade. C'est vraiment le graphique que vous voulez produire à l'issue d'une planification net zéro. Donc ici, vous voyez que pour le niveau de référence 2022, RedScreen est venu estimer vos émissions de GES pour le niveau de référence. Et par la suite, vous voyez les réductions qui sont permises pour chacun des groupes de mesures, donc nos différentes étapes de notre cadre. On le voit ici pour le réseau électrique plus propre, que cette barre est quand même très petite ici. Le fait que le réseau va devenir plus propre n'aura juste qu'un impact de 0,82% de réduction sur votre portefeuille. Pour ceux d'entre vous qui connaissent un peu le contexte de l'Ontario, ben vous savez que en Ontario, l'électricité est quand même relativement propre. Il y a certes un tiers de l'énergie qui est produite par du gaz naturel, mais c'est un réseau qui est quand même relativement propre avec du nucléaire, puis des centrales hydroélectriques et du solaire. Et ce que ça veut dire ici également, c'est que d'ici 2050, on ne s'attend pas à ce que ce réseau-là il devienne beaucoup plus propre. Donc d'où le fait que cette barre-là soit très petite. Pour l'efficacité, les mesures d'efficacité énergétique, on le voit, c'est vraiment les mesures phares du plan. C'est elles qui permettent de réduire de 69,1% les émissions de votre portefeuille. Et ainsi de suite, donc pour l'électrification du chauffage, 15,5%, la mise en œuvre d'électrification d'énergie renouvelable, sur site, 3,6%, etc. Et on le voit, donc les crédits compensatoires permettent de compenser le dernier 10%. Si on regarde au niveau des coûts, donc même graphique, mais cette fois-ci avec les coûts qui sont représentés, les mesures d'efficacité énergétique vont nous coûter 7,4 millions et celles de l'électrification du chauffage, 5,8 millions. Donc, je vous le disais, donc, ce qui rend notre plan très coûteux, c'est l'électrification du chauffage. Donc, si on revient à ce graphique en cascade, ici, on le voit, l'électrification du chauffage va vous permettre de réduire de 15,5% vos émissions, mais elle compte pour quand même 36% de vos coûts. Donc, si vous aviez à présenter ce plan tel quel à votre direction pour qu'elle l'approuve, ça serait assez difficile quand même dans l'état des lieux là, que ce soit approuvé, donc parce que c'est quand même un plan relativement coûteux. Donc, ce qu'on va faire, on va rouler, et je vois que le temps passe, donc je vais faire ça assez rapidement. Je vais rouler à nouveau le plan, mais cette fois-ci en enlevant ces mesures d'électrification. Donc, on pourra voir ce que ça donne en termes de résultats. Donc, je vais changer un peu, donc je vais enlever les mesures d'électrification et on va se dire qu'on va faire un plan, non pas pour 2050, mais pour 2030. Donc, on va se dire que c'est un plan net zéro intermédiaire ici pour 2030. Et donc, je vais garder le même portefeuille. Puis, à la section suivante, on va se dire que pour 2030, j'ai une cible de réduction non pas de 90, mais de 50%. Je vais bien changer 2030 ici. Ici, on va le garder tel quel pour le niveau de référence. Pour le réseau électrique plus propre, je vais indiquer, donc, non pas 2050, mais 2030. Et pour les mesures d'électrification du chauffage, donc on va les exclure. Et donc, on se rappelle, là, en les excluant, ce sont les archétypes de base qui sont utilisés ici. Et pour tout le reste, je vais garder les paramètres tels qu'ils étaient. Et je vais rouler la simulation. Donc, je vais cliquer sur oui. Je vais lui donner quelques secondes, le temps que je prenne une gorgée d'eau. Et voilà. Donc, là, le plan, donc vous voyez les nouveaux résultats du plan. On voyait notre premier plan pour 2050 qui avait été créé. Maintenant, notre plan pour 2030. On va aller droit au but. On va aller voir ce qui nous intéresse le plus, c'était les coûts. Donc, voyons les coûts de réduction de GES. Vous voyez tout de suite les coûts de réduction, donc le dollar par tonne, alors qu'il était auparavant positif et tourné autour de 700 $. Il est à présent négatif. Donc, ce que ça veut dire ici, c'est que votre plan, il est rentable. Ça veut dire que ça vous coûte en fait de l'argent de ne rien faire, de ne pas prendre d'action et de ne pas mettre en œuvre ce plan plutôt que de le faire.
Donc, c'est de cette manière-là qu'il faut comprendre les chiffres ici. Et de ce fait, c'est un plan qui est quand même plus présentable et plus facile à défendre que le premier qu'on avait fait. Si on regarde du point de vue des coûts d'investissement, on voit maintenant que les coûts sont beaucoup plus raisonnables qu'auparavant. Donc, 167 000, 252 000, et même pour notre bâtiment le plus coûteux, c'est un demi-million ici. Donc, alors que ça tournait autour de 4 millions auparavant. Même chose pour la valeur actualisée nette. Donc, on a des vannes positives, ce qui veut dire que votre plan, il serait rentable à mettre en œuvre. Si on regarde, et pour terminer, le graphique en cascade, donc, cette fois-ci, donc, on voit que les mesures d'efficacité énergétique comptent pour moins qu'avant. Donc, dans le premier plan, ça permettait de réduire de 70% environ les émissions. Maintenant, c'est 43,1%, ce qui est normal parce qu'on utilise des archétypes de base. On le voit également que les crédits compensatoires comptent pour une plus grosse partie, puisque notre cible pour 2030, c'était 50% et non plus 100%. Donc, les crédits compensatoires servent à compenser le reste. Mais ce qui est quand même étonnant à remarquer ici, c'est pour le réseau électrique plus propre. Donc, n'oubliez pas, on est en 2030 ici. Puis, ce que le plan nous montre, c'est que au lieu d'une réduction des émissions associées à l'électricité, on va noter une augmentation de 22% de ces émissions-là. Encore une fois, pour ceux d'entre vous qui connaissent le contexte de l'Ontario, on le sait que l'Ontario prévoit arrêter ses centrales nucléaires. Donc, dans notre base de données de facteurs d'émission, on a pris ça en considération et on s'est dit que dans l'intérim, lorsque l'Ontario va arrêter ses centrales nucléaires, elle va plutôt utiliser du gaz naturel, par exemple, pour produire son électricité. Donc, son facteur de GES associé à l'électricité de l'Ontario on peut s'attendre à ça, dans les prochaines années, augmenter un peu avant de redescendre. Donc, ce qui explique notamment donc, cette augmentation des émissions associées au réseau électrique. Donc, réseau électrique plus sale ici, si on peut le dire comme ça. Donc, je vais m'arrêter là. On va pouvoir passer à la période de questions. Je vais juste vous repartager ma slide, et juste une dernière slide, et je peux déjà répondre à une première question qui est normalement posée. C'est que oui, ce webinaire est enregistré, et en fait, les enregistrements, on a eu un webinaire en anglais mardi, on a celui en français aujourd'hui, on aura celui en espagnol demain. Donc, l'enregistrement de ces 3 webinaires sera mis à votre disposition sur notre chaîne d'apprentissage virtuel YouTube, donc vous pourrez le consulter par après si vous le souhaitez. Donc voilà, on peut passer à la période des questions. Merci beaucoup, Lorenz. C'est vraiment excellent et je dois avouer que bien que je connais l'outil, ça me surprend toujours les différents petits trucs, astuces et vraiment les découvertes qu'on peut faire avec les différents scénarios, de les faire assez rapidement. Écoute, il y a eu quand même quelques questions. Je vous rappelle à tout le monde de mettre vos questions dans la partie questions-réponses, Q&A dans Teams. Je vois qu'il y a des mains levées. Il n'y a aucun moyen de moi de vous permettre de parler sans que vous écrivez dans la section questions-réponses. Donc, il y a eu déjà quelques questions et on va essayer d'en faire le plus possible dans les petits 20 minutes qui restent. Et donc, Lorenz, la première question, Oui. c'est que, bon, cet outil, c'est beau, mais certaines personnes ne voient pas l'outil plan Net Zero dans le logiciel et se demandent quelle version permet d'avoir cet outil et comment est-ce qu'on peut le voir. Oui, c'est une bonne question. Donc, comme je le mentionnais, cet outil, on l'a développé dans la dernière version de RedScreen. Donc, c'est dans la version 9.1 qui est disponible sur notre site web. Donc, il faut vous assurer d'avoir cette version 9.1. Donc, si vous regardez sur la page d'accueil, en bas à gauche, vous verrez donc le numéro de votre version. Donc, juste s'assurer que vous avez la version 9.1 ou la version la plus récente. On va, dans les prochaines semaines, mettre des nouvelles versions pour corriger certains bugs, etc. Mais si vous voulez vous assurer d'avoir la dernière version, simplement allez sur notre site web pour la télécharger. Donc, ça, c'est une chose. Puis, la deuxième chose, c'est qu'il faut avoir donc la bonne version, mais il faut également avoir le mode
professionnel. Donc, il y a certaines fonctionnalités qui sont uniquement réservées au logiciel, donc à ceux d'entre vous qui ont un abonnement au logiciel au mode professionnel. Donc, en fait, si vous cliquez ici dans mode professionnel, vous verrez l'ensemble en fait des fonctionnalités donc, qui sont limitées à la version professionnelle. Le plan Net Zero en fait partie, mais également ces autres fonctions, si vous voulez y avoir accès, il vous faudra avoir cet abonnement. Et justement, si pour ceux d'entre vous qui assistaient aujourd'hui au webinaire et qui n'ont pas encore d'accès au mode professionnel, vous pouvez nous contacter par après à notre soutien à la clientèle RedScreen, donc par courriel, pour nous demander, on pourra vous faire parvenir une clé d'essai, juste pour vous donner le temps d'explorer un peu toutes ces fonctionnalités. Merci, Lorraine. Une autre question concernant justement les différentes bases de données et données qui sont utilisées dans la création de ces portefeuilles Net Zero. En fait, il y a plusieurs questions reliées aux données, bases de données, etc. Donc, je vais y passer un par un. Le premier est, bon, tu as mentionné la possibilité de créer et d'utiliser une base de données personnalisée pour les émissions de GES. Est-ce que tu peux nous montrer où et comment faire cette analyse avec les données de GES? Bien sûr, je vais juste remettre un peu en contexte la question. Donc, quand je vous montrais le plan Net Zero ici, la deuxième page du plan Net Zero, donc je vous parlais ici de cette base de données. Donc, vous pouvez choisir l'option base de données pour les facteurs d'émission de GES associés à l'électricité que vous voulez utiliser. Donc, je vous ai dit que vous pouvez aller et mettre votre propre base de données, en fait, et vos propres émissions de GES. Donc, je vais vous montrer où le faire. Pour cela, il vous faut aller dans Fichier et dans Paramètres. Et si vous faites défiler vers le bas, vous verrez qu'il y a une section qui s'appelle Émissions ici. Et vous verrez donc la base de données d'émissions. Donc, si vous cliquez là-dessus, ça va ouvrir cette nouvelle fenêtre. Et on a déjà, en fait, nous, intégré une base de données d'émissions de facteurs de GES pour les provinces du Canada. Donc ici, si je prends par exemple le Québec, vous verrez qu'on a des facteurs du Québec jusqu'à donc de 2005 jusqu'à maintenant, mais on a également des facteurs projetés, donc avec cette petite icône ici. Donc c'est des facteurs qui nous ont été fournis par Environnement Canada. On les a projetés jusqu'à 2050. Donc ça, c'est une chose, c'est une façon d'accéder à ces facteurs d'émission. Mais comme vous voyez ici, il n'y a aucun moyen pour vous de changer ces facteurs dans cette vue ici. Donc si, par exemple, vous travaillez au Québec et vous voulez changer le facteur d'émission de 2023, il y a quand même une façon de le faire. Donc ici, vous pouvez venir et cliquer sur Dupliquer. Donc ça va simplement dupliquer cette base de données. Donc vous voyez maintenant que toutes les cellules sont devenues en jaune, donc ce qui indique que vous pouvez les modifier. Et vous pouvez, donc pour 2023, changer ce facteur. Donc je vais mettre 1,5, disons. Et si je défile en haut, vous pouvez donner un nom à cette base de données. Donc je vais l'appeler Québec et juste s'assurer que c'est la bonne région qui a été sélectionnée. Et si vous cliquez sur OK ici, donc c'est venu rajouter cette base de données qui a été définie par vous dans la liste ici. Donc, c'est celle-ci qui sera utilisée pour vos installations de votre plan qui se trouve au Québec. J'ai donné cet exemple ici pour le Québec, mais vous pouvez vraiment ajouter, si vous êtes en France par exemple, vous pouvez rajouter même une nouvelle base de données, partir de zéro ici, écrire France, et même le choisir parmi la liste ici en France, et rajouter vos émissions pour l'électricité pour les années que vous voulez. Donc ça, c'est une façon de le faire si vous voulez utiliser vos propres facteurs d'émission. Très cool. Et ce que je sais aussi, c'est que l'outil de plan Net Zero, il va regarder vraiment la localisation, où est-ce que ça disait région ou pays-région, et vraiment savoir où est-ce que réellement le bâtiment est, et va ensuite aller chercher le facteur approprié. Donc, comme l'exemple que tu viens de donner de la France, c'est que oui, ça peut être en Belgique, en France, en Afrique, au Canada, n'importe où, tant et si longtemps que les identifiants sont bien là. Exactement. Et dans notre exemple qu'on a fait ensemble, notre portefeuille, juste pour simplicité, on les a mis tous au même endroit. Mais vous pourriez avoir un portefeuille avec des bâtiments qui sont répartis partout au Canada ou même partout dans le monde. Et RedScreen
donc va aller chercher pour chacun de ces bâtiments-là le facteur d'électricité, d'émission pour l'électricité à utiliser. Donc, ça ne vous empêche pas donc de le faire pour vraiment n'importe quel endroit dans le monde ici. Oui. Et en fait, c'est exactement ce que nous avons fait avec le plan Carbonote pour la Mhm. défense nationale, où est-ce que Mhm. justement, il y a des installations partout à travers le pays, au Canada, et dont un minimum de 10, 11, 12, même 13 différents facteurs d'émission. Donc, ouais. Exactement. Exactement. Euh, Restant toujours dans j'avais dit, il y avait plusieurs questions autour Oui. des données. On va passer aux questions, les tarifs d'électricité. Mhm. Y a-t-il moyen de personnaliser ces tarifs d'électricité et de carburant qui sont utilisés dans l'analyse? Ouais, c'est une excellente question. Puis justement, ça tombe bien, je suis là où il faut dans le logiciel pour le montrer. Donc ici, on voyait donc comment accéder à cette base de données pour les facteurs d'émission. Puis juste en bas, donc si vous faites défiler un tout petit peu, juste en bas, vous verrez qu'il y a également ici une base de données pour donc l'électricité et les combustibles, donc pour les prix que vous voulez utiliser pour l'électricité et les combustibles. Donc c'est le même principe. Si vous cliquez là-dessus, vous verrez, et ici on a en fait des prix qu'on a pour différents secteurs, résidentiels, commercial, institutionnel, industriel. Et on allait faire en fait une recherche pour plusieurs pays dans le monde, pour plusieurs provinces au Canada, pour pouvoir trouver des prix moyens utilisés ici. Et donc, comme pour les facteurs d'émission de GES, vous pouvez les personnaliser. Donc, si je reprends encore le Québec, vous pourriez venir ici et venir changer ces émissions-là comme bon vous semble. Donc, c'est toujours bon à savoir ici. Et en fonction du type d'installation que vous avez dans votre portefeuille, vous pouvez venir et sélectionner et indiquer le prix à utiliser. Et en fonction de cet outil-là, RedScreen saura lequel appliquer, ouais, pour votre plan. Excellent. Et restons justement sur la page paramètres, Mhm. parce que la prochaine question euh, 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 demande, et peut-être on peut le montrer, et ensuite peut-être ouvrir un des fichiers, Ouais. individuels. La question est, pouvez-vous parler des estimés de coûts qui sont inclus pour les mesures et comment est-ce que sont-ils établis? OK. Ben, effectivement, je peux ouvrir un exemple dans le portefeuille, juste pour vous montrer. Donc, on a créé ce portefeuille, mais comme je le disais, là, vous pouvez quand même aller et les changer comme bon vous semble. Donc, je vais ouvrir ce premier fichier ici. Je vais juste laisser le temps à RedScreen de l'ouvrir et vous verrez que ça va ouvrir le fichier RedX qui correspond ici à ce bâtiment donc de commerce de détail. Et vous pourrez aller dedans, changer ce que vous voulez et voir également les prix qui ont été utilisés pour les mesures. Donc ici, on se retrouve donc dans ce fichier commerce.redx. Et donc, on avait donc cette question pour les coûts. Il faut savoir que dans l'analyse de faisabilité de RedScreen, on a des bases de données de coûts qui se trouvent tout au long dans des différentes sections de RedScreen. Donc, euh, par exemple, si je prends l'exemple ici du photovoltaïque, je peux cliquer sur ici base de données de coûts et vous aurez des coûts moyens. Donc, encore une fois, ça, c'est le résultat d'un projet de recherche et de revue de littérature qu'on a fait. Donc, on essaie de tenir ces coûts-là quand même à jour assez fréquemment. Donc, vous pouvez utiliser directement ces coûts-là. Et c'est notamment ces coûts-là qui sont utilisés lorsque vous utilisez l'outil de planification net zéro. Donc, RedScreen va venir automatiquement utiliser le coût qui est indiqué dans cette base de données. Vous pouvez également venir customiser, personnaliser vos coûts, euh, donc en choisissant les différents niveaux ici dans la feuille de calcul coût, et donc venir entrer les coûts pour les différentes mesures que vous souhaitez ici, par exemple. Et merci, Laurence. Et si tu pourrais revenir à la page, à la feuille énergie Oui. et réouvrir cette base de données de Mhm. coûts. Euh, on va juste rappeler le monde que oui, c'est une base de données de coûts ici pour la photovoltaïque, mais nous avons ça pour les pompes, les chaudières, les ampoules, les lumières, tout. Nous avons des centaines, des milliers même Mhm. de valeurs. Et
on met à jour ces valeurs au fur et à mesure, au fil des ans, quand les coûts vont changer. Et on permet aussi, rappelons-nous, de modifier ou d'ajuster ou d'adapter ces valeurs pour vraiment la personnaliser à vos Mhm. projets. Donc, les projets ici sont au Canada, mais si vous êtes en France ou en Belgique ou dans l'Est ou l'Ouest du Canada, les coûts peuvent être différents et on a des paramètres pour exactement. Ouais. Exactement. Ici, donc, c'est ce dont Kevin parle en ce moment. Donc, c'est le facteur d'ajustement. Si vous vous trouvez dans des régions du monde où les coûts sont plus élevés, vous savez, par exemple, vous travaillez dans le Grand Nord, c'est 2 fois le prix habituel pour acheter une chaudière. Donc, vous pourriez tenir compte de ce facteur d'ajustement ici, donc changer cette valeur pour une autre, donc 1,5 si on sait que c'est 50% plus élevé, par exemple. Ouais. Oui. On va maintenant passer à une autre phase du projet. C'est que, bon, Mhm. on vient de faire une analyse de net zéro. Et le prochain, c'est euh, une fois que le portefeuille est construit, que le plan net zéro réalisé par RedScreen, quelles sont les prochaines étapes pour affiner l'analyse et les résultats? Mhm. Non, c'est une excellente question. Donc, on va juste revenir à notre plan ici. Donc, je vais vous le montrer. Donc, ça, c'est les archétypes qui ont été utilisés. Et donc, comme je vous le disais, vous pouvez ouvrir les fichiers un à un pour aller les modifier. Donc, on va reprendre l'exemple de ce commerce de détail ici. Donc, on a. Et donc, si vous allez dans chacun des onglets, vous pouvez les customiser comme vous voulez. Donc, une des premières choses, par exemple, que je ferais, moi, une fois que j'ai fait mon plan et utilisé les archétypes, ça serait de modifier la taille de mes installations. Parce que les archétypes ont été développés avec une certaine taille. Donc ici, vous voyez que c'est 2000 mètres carrés qui a été utilisé. Mais peut-être que moi, mon commerce, il ne fait pas 2000 mètres carrés, mais il fait, disons, 3500 mètres carrés. Donc, on a cet outil ici qui a été introduit dans la version 9.0 de RedScreen, notre outil de mise à l'échelle qui vous permet justement d'ajuster vos bâtiments et d'ajuster leur taille. Donc ici, en ouvrant cet outil mise à l'échelle, vous pouvez, donc je vais prendre mon exemple, moi mon bâtiment il fait 3500 mètres carrés, donc vous voyez que déjà là, en entrant cette taille différente, les résultats ont été changés, ont été multipliés ici proportionnellement à ça. Si vous voulez plus spécifiquement changer également la consommation de combustible de votre archétype, donc l'ajuster à la hausse par exemple de 50%, bah, vous pourriez changer cette valeur ici et mettre 1,5 et même chose pour les coûts également qui sont utilisés dans l'archétype. Il faut savoir qu'une fois que vous avez ajusté ces paramètres-là ici, il vous faut cliquer sur, non pas sur OK, mais sur copier au modèle défini par l'utilisateur. Donc, en copiant et en appliquant ces paramètres, RedScreen est venu changer votre archétype pour un type d'installation qui est défini par l'utilisateur. Donc, si vous allez maintenant dans la feuille de calcul énergie, vous noterez qu'elle est différente de celle qu'on vous montrait précédemment. Ici, donc, RedScreen est venu faire un sommaire des résultats pour chacun des groupes de mesures de notre plan, donc pour les mesures d'efficacité énergétique ici, pour les mesures d'électrification du chauffage, et est venu donc ajuster les résultats qui étaient là précédemment, et donc pour les ajuster en fonction de la nouvelle taille des installations et des exposants qu'on a inclus dans l'outil de mise à l'échelle. Vous pouvez toujours revenir en arrière pour retrouver cette vue de votre bâtiment avec toutes les sections, enveloppe du bâtiment, ventilation, etc. Il vous suffit juste d'aller dans Installation ici et au lieu de définir, de choisir l'option définie par l'utilisateur pour le type d'installation, vous pouvez revenir et choisir commercial institutionnel ici et vous retrouverez la vue précédente donc qu'on avait. Absolument. Les deux prochaines questions viennent de la même personne et en fait suivent exactement ce que tu viens de montrer. C'est que est-ce que les simulations sont calibrées avec les factures réelles dans l'étape 2? Et Mhm. j'avais déjà répondu un peu, c'est que oui, après avoir fait l'initial, on peut aller voir et faire justement cette calibration. Tu viens de montrer une première calibration, en tout cas de Exact, taille, mais il y aurait en exact. fait
d'autres étapes de C'est calibration? ça, donc ça serait la suite logique de ce que je viens de faire. Donc après avoir ajusté la taille, vous pouvez aller directement dans cet onglet, dans cette feuille de calcul énergie ici. Et en fait, si vous allez dans comparaison, on a ces paramètres ici, ces informations qui sont affichées, où vous pouvez entrer vos données historiques. Et donc, vous verrez par rapport au cas de référence qui a été estimé dans votre screen, où vous vous situez par rapport à celui-là. Puis après ça, donc, en fonction des valeurs et de la variance qui est indiquée ici, vous pouvez aller changer vraiment toutes les sections dans votre screen. Si les murs ne correspondent pas exactement aux murs que vous avez, vous pouvez utiliser les valeurs R que vous voulez, les dimensions que vous voulez. Même chose pour la ventilation, rentrer les CFM, les débits d'air que vous voulez. Et donc, aller comme ça, calibrer et peaufiner le modèle pour qu'il ressemble vraiment à vos bâtiments que vous possédez. Oui. Et en fait, restons ici, peut-être changer au système de chaleur chauffage, parce que la Mhm. question, c'est justement, est-ce que quand on fait cette analyse de chauffage, est-ce qu'on peut avoir un mix de solutions, par exemple, l'aérothermie, géothermie, chaudière, plusieurs choses ensemble, et on voit justement une liste dans la colonne cas proposé, ou sur la page Mhm. dont tu es, plusieurs systèmes. Exactement. Donc, vous pouvez rajouter autant de systèmes de chauffage aussi que vous le souhaitez. Donc, ici, on a un seul système de chauffage, mais vous pouvez en rajouter autant que vous voulez. Puis ensuite, les attribuer à différentes zones de votre bâtiment. Donc, par exemple, ici, on a deux zones, vente au détail, entrée. Vous pouvez ensuite, donc, si vous faites défiler en bas, venir choisir le système que vous voulez ici parmi les systèmes de chauffage que vous avez définis précédemment. Donc, c'est vraiment libre à vous là, de définir le modèle comme vous voulez, de considérer les systèmes de chauffage que vous souhaitez pour chacune de vos installations. Oui. Et justement, quand on vient mettre plusieurs types de systèmes de chauffage qui sont basés sur l'électricité, l'autre question qui est venue, c'est que quand on faisait le ratio de l'analyse net zéro, il y a une Mhm. partie où est-ce qu'on met la ratio de l'énergie. Et la question est, est-ce que le ratio appliqué est sur la consommation ou la puissance électrique? Car l'enjeu est au niveau de la puissance. Je dirais premièrement, oui, l'enjeu est sur la puissance et l'électricité. C'est pourquoi, justement, avant de faire ça, on fait les mesures d'efficacité énergétique. Mais absolument, après avoir une première passe, on doit voir à ce que nous avons fait ça. Et j'ai répondu dans le chat Mhm. que oui, nous avons l'outil, le graphique des courbes classées. Oui, Il y a un exemple dans le fichier horaire, je vais essayer d'y ouais, accéder. Hop. ouvrir Donc, exactement, celle, ouais, exactement, celle-là. ok. Je vais dire non pour ça, puis je vais l'ouvrir. Ouais, on vient de changer. Et ça, c'est pour la question sur le ratio et comment trouver justement le peak, comme on dit en anglais. Mhm. Et Redscreen a plusieurs outils pour aider à faire ça, mais ça prend des données mesurées Exactement. Donc, dans sinon, l'analyse. ouais, Ouais, et c'est les exactement. Donc, exactement. Ouais. celle-là. Donc, vous voyez En votre voilà utilisation un. de Et la. l'autre, Mhm. c'est sur plusieurs années. Donc, on peut vraiment voir la moyenne, nos pics sont où, est-ce qu'on a fait quelque chose. Donc, oui, absolument. Merci, Laurence. Mhm. Euh, peut-être une autre ou deux autres questions, mais Mhm. une, c'est est-ce qu'il est possible d'intégrer d'autres projets de type genre biomasse, hydrogène, solaire thermique, etc., pour les énergies renouvelables, en plus des actions d'efficacité énergétique? Ouais, Euh, ouais. Je peux le montrer. Attendez, je pense que j'ai fermé l'autre fichier, mais je vais le rouvrir. Mais oui, effectivement, vous pouvez choisir les systèmes d'énergie renouvelable que vous voulez et même considérer les combustibles que vous voulez là pour vos systèmes. Encore une fois, c'est tout à fait personnalisable, les fichiers RedScreen. Donc ici, j'ai repris mon exemple de commerce. Donc dans énergie ici, vous pouvez, je vais vous montrer dans les combustibles, on a toute une liste de combustibles que vous pouvez utiliser. Donc si vous voulez utiliser du gaz naturel renouvelable, vous pouvez le faire. On a même je pense, de l'hydrogène qui doit être pas très loin
moins ici. En tout cas, on a de la biomasse, comme vous voyez. Donc, et même si on n'a pas et vous ne retrouvez pas le combustible que vous voulez dans la liste, rien ne vous empêche de venir créer votre propre combustible pour l'utiliser dans la simulation. Et, on parlait d'éoliennes également. Ici, le plan considère uniquement les photovoltaïques, mais vous pouvez également venir rajouter de l'éolienne ici, ou même d'autres énergies vertes dans votre analyse. Oui. Et c'est aussi possible dans la partie portefeuille. Tu viens de montrer le plan net zéro, mais juste à côté, il y a le bouton, l'analyseur Oui. d'énergie virtuelle, qui est en fait exactement pour ça. Donc, on peut justement faire une portefeuille de plusieurs options de production d'électricité ou d'énergie et fusionner en fait les deux ensemble, le plan net zéro et l'analyseur d'énergie virtuelle. Donc, je vois que nous venons à temps. Donc, est-ce que tu avais un petit dernier mot à dire, Laurent? Merci à tous d'avoir été présents aujourd'hui. C'était vraiment un plaisir. Puis ça nous fait vraiment plaisir aussi de vous présenter un outil comme celui-là. Je pense que ça va aider nombreux d'entre vous qui l'attendaient avec impatience. Donc merci. Merci à toi, Kevin. Merci tout le monde et on attend vos réponses et vos courriels dans notre boîte de messages. Merci. Merci.